toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire consacrée toujours au 19e siècle en France. Et cette fois, nous allons essayer de comprendre quelles sont les grandes lois de la Troisième République à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e, et pourquoi voter toute cette série de réformes qui, pour beaucoup, sont toujours en application jusqu'à nos jours. Commençons par un rappel. Depuis le début du XIXe siècle, on a vu en France une succession de régimes politiques et aucun n'a réussi à se maintenir durablement. Le Premier Empire, 1804 à 1815. La Restauration, 1815 à 1830. La Monarchie de Juillet, 1830-1848. La Deuxième République, 1848 à 1851. Le Second Empire, qui va jusqu'en 1870. Quand la Troisième République est proclamée en 1870, rien ne dit qu'elle durera plus longtemps que les régimes politiques qui l'ont précédée. Et c'est justement dans ce but qu'un certain nombre de lois vont chercher à intégrer une plus grande partie de la population au camp républicain. Il y a par exemple la question des ouvriers. En 1884, les syndicats sont autorisés dans le but d'éviter que les conflits au travail ne prennent des formes plus violentes, comme on avait pu parler des canuts à Lyon au début du XIXe siècle. Le droit de grève et l'autorisation des syndicats doit permettre de négocier au cours des conflits entre les ouvriers et leurs patrons sans arriver à des situations trop violentes. On peut ajouter que les lois de Jules Ferry sur l'école en 1881 et 1882 permettent aussi aux enfants ouvriers d'avoir accès à l'école, puisqu'elle est devenue gratuite et obligatoire, ce qui signifie qu'on veut mettre un terme au travail des enfants. On peut aussi s'intéresser à la position des catholiques en France. En effet, l'Église catholique et le pape sont opposés au régime républicain, et ce jusqu'en 1891, où le pape officiellement reconnaît que la République n'est pas forcément un mauvais régime. Même après cette date, une grande partie de l'Église catholique en France reste opposée à la République. En effet, une grande partie des catholiques sont traditionalistes et soutiennent toujours le retour à la monarchie en France. Cette fois, les gouvernements républicains ne vont pas uniquement chercher à gagner les catholiques à leur cause, ils vont aussi essayer de limiter leur influence. Et la première influence de l'Église qu'il s'agit de réduire, c'est l'influence sur l'éducation. En effet, une grande partie des écoles est encore dirigée par des hommes et des femmes d'Église. Pour compléter les lois de Jules Ferry, une loi de 1886 interdit les insignes religieux dans les écoles. On développe la laïcité. Il s'agit de faire en sorte que l'ensemble des jeunes Français soient éduqués dans un cadre qui ne soit pas un cadre religieux. Mais une grande partie de la population est encore catholique et pratiquante. Un jour par semaine est donc considéré non pas comme un jour de repos, le mercredi pour la plupart des écoliers aujourd'hui, le jeudi à l'époque, mais comme un jour qui permet aux parents d'inscrire leurs enfants au catéchisme pour qu'ils continuent d'avoir une instruction religieuse. Simplement, celle-ci ne se fera plus dans le cadre scolaire. Elle n'est donc plus obligatoire. Mais en 1905, on va aller beaucoup plus loin. La loi de séparation de l'État et de l'Église considère désormais qu'il n'y a plus de religion officielle en France. La République n'a pas à financer les cultes religieux. La liberté religieuse est donc affirmée, mais elle devient une affaire privée dont la République ne doit pas s'occuper. C'est ce principe de laïcité qui s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Enfin, d'autres grandes libertés sont garanties par la loi. La liberté de la presse en 1881, cela signifie que désormais on peut publier un journal sans qu'il n'ait été vérifié préalablement par les services de la censure. À l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, on ne pouvait pas publier un livre sans qu'il ait été lu par l'administration du roi. Et sous le Second Empire, un livre ou un journal n'avait pas le droit d'être publié tant qu'il n'avait pas été lu
par les services de l'Empire. Désormais, on a le droit de publier ce que l'on souhaite. Simplement, on pourra être poursuivi en justice ensuite si jamais on a rédigé des articles diffamatoires, c'est-à-dire qu'on a menti sur quelqu'un de manière à lui porter un préjudice, si on a publié des injures, qui sont toujours interdites, ou si on a incité à la violence. La loi de 1901, qui elle aussi existe toujours en 2020, permet de créer librement des associations, quelle que soit la raison pour laquelle les adhérents souhaitent se regrouper. Attention cependant à ne pas croire que la Troisième République aurait donné toutes les libertés à sa population. La manifestation, par exemple, est non seulement encadrée, mais très souvent réprimée. Lors du 1er mai 1891, c'est l'armée qui tire sur les manifestants à Fourmies dans le Nord. Et au début du XXe siècle, Clémenceau, le ministre de l'Intérieur, ordonne aussi à l'armée de tirer sur les vignerons qui manifestent dans le sud de la France. Mais en comparaison avec les régimes politiques précédents au XIXe siècle, et puis par rapport aux grandes réformes qui ont été décidées, la Troisième République marque un progrès dans l'affirmation de liberté individuelle et collective. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.